Bienvenue à toutes et à tous. Heureux encore de vous revoir dans cette émission Parlons Bilan, Parlons Fachi. L'actualité politique, les sphères politiques est tellement riche en actualité. On ne peut que vous communiquer les événements qui se déroulent dans la République démocratique du Congo, particulièrement avec les réalisations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, comme vous le savez, le chef de l'État séjourne, il y a 2 jours, en Chine. Et il est allé pour revitaliser les relations qui existent entre la RDC et la République démocratique du Congo. Mais ici, on aimerait particulièrement vous parler des les raisons réelles de la visite du chef de l'État en Chine. Comme vous le savez, il y a de cela une décennie, la République démocratique du Congo avait signé un contrat avec quelques privés chinois. Et ces privés chinois s'étaient convenus avec la RDC de pouvoir réaliser certaines infrastructures ici en République démocratique du Congo. Et ces infrastructures, selon le contrat initial, devraient coûter 6 milliards de dollars. Et à l'époque d'ailleurs, ces contrats étaient qualifiés de contrat du siècle parce que c'était un contrat que tout Congolais avait vu l'espoir d'un développement réel de notre pays. Mais malheureusement, et les régimes passés, et les animateurs qui ont géré ce projet-là ont usé de leur influence, des positionnements qu'ils avaient à l'époque pour pouvoir piller systématiquement les ressources qui étaient mises à la disposition de la RDC. Il vous souviendra de se rappeler du rapport de l'inspection générale des finances qui a étalé plus de 800 millions de dollars ont pris la tangente et ça s'est retrouvé dans les poches des individus. Et pour cela, rappelez-vous, il y a eu même des arrestations. On a interpellé le DG, je crois, de la CGT, on a interpellé, il y a eu un financier consort. Tout ça, c'était dans le but de rechercher la vérité. Et la vérité a éclaté au grand jour. Plus de 800 millions partis en fumée. Autant de projets, prenons l'exemple du boulevard Triomphal, qui n'a une longueur que de 3 km, qui a coûté plus de 25 millions de dollars. Une route de 3 km, s'il vous plaît. Et les exemples sont légion. Vous prenez l'hôpital du cinquantenaire, un hôpital qui a coûté plus de 150 millions de dollars. Regardez la taille de cet objet, de cette bâtisse. Or, l'hôpital existait déjà. C'était déjà construit. Les bâtiments existaient. Il n'était question juste que de rénover les bâtiments et puis de les équiper. Alors, lorsqu'on est expert dans ce domaine-là, ça saute clairement aux yeux qu'il y a eu ce qu'on appelle détournement de fonds. Alors, lorsque maintenant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé au pouvoir, il a demandé à ses proches collaborateurs de pouvoir faire une autopsie de ce contrat. Il y a eu d'abord quelques rapports au niveau des collaborateurs proches du chef de l'État, et puis également le rapport de l'inspection générale des finances qui aussi est rattaché à la présidence. Tous ces services convergeaient vers un seul point qu'on appelle détournement de fonds. Alors, le chef de l'État
ne pouvait pas seulement rester dans cette constatation des dégâts causés par les détournements. Il fallait réfléchir comment sortir de ce bourbier. Alors, il y avait deux solutions. Soit résilier le contrat avec la Chine, parce qu'au-delà du fait que la Chine et les officiels congolais ont systématiquement détourné les fonds qui étaient destinés à la construction des infrastructures telles que prévues dans le contrat, il y a également le non-respect des engagements du côté des entreprises chinoises. Alors, le chef de l'État, devant ces deux options qu'il avait devant lui, il a préféré revitaliser ce contrat, donc renégocier le contrat. Et pour nous qui sommes des entrepreneurs, nous soulignons et nous félicitons, nous encourageons cette position. Parce que lorsque on résilie un contrat, tout tombe caduc. Et à part que tout tombe caduc, certains projets qui sont en cours seront aux arrêts et les financements qui étaient en chemin pour continuer le partenariat va également s'arrêter. C'est vrai que la RDC réclame à la Chine une indemnité parce que le fait de ne pas respecter les clauses telles que définies au préalable pousse aujourd'hui la République démocratique du Congo à réclamer auprès de la Chine un dommage et intérêt du fait du non-respect des engagements. Mais même si on partait dans cette bataille-là juridique, parce que la Chine ne va pas fléchir, les entreprises chinoises ne vont pas fléchir ipso facto à la décision ou à la position de la RDC, mais ils vont chercher à drainer ou à amener le problème devant la justice, devant laquelle on ne sait pas si on donnera raison à la RDC ou même si on donnait raison à la RDC, est-ce que les montants de dommages et intérêts demandés par la RDC sera réellement ce que la justice tranchera ou carrément on risquerait de se plonger dans un processus judiciaire qui risque d'être très long, même fatidique. Et le chef de l'État a compris qu'il fallait emprunter la voie de dialogue, la voie diplomatique, chercher à renégocier le contrat, non seulement avec les entreprises qui avaient signé avec la RDC, parce qu'il faut signaler que le contrat chinois n'était pas un contrat d'État à État. Il faut que les Congolais le sachent. On a été roulé par les régimes passés, le régime de Kabila. Je pense à l'époque, lorsqu'on était en train de signer ce contrat, il y avait Matata Ponyo qui était ministre des Finances à l'époque. On nous a pondu des théories selon lesquelles c'était un contrat entre la Chine et la RDC. Or, c'était un contrat entre les sociétés chinoises et la République démocratique du Congo. Mais le chef de l'État, dans son approche diplomatique et étant visionnaire, étant un patriote, il s'est dit qu'il serait important et impérieux qu'il y ait un contrat de partenariat entre État à État. Ça nous évite le problème qu'on a eu avec les entreprises chinoises qui se sont inscrites dans la fraude en déviant les engagements qui étaient siens, et ils se disent que de toutes les façons, on s'est créé des amis ici, on sera protégé par le pouvoir, rien ne nous arrivera. Or, s'il y a un contrat signé d'État à État, il y aura un suivi permanent et en cas de problème, il suffit que les deux chefs d'État se rencontrent ou s'appellent, discutent et les solutions seront trouvées. Voilà pourquoi le chef de l'État a emprunté cette voie. Pour lui, il faut renégocier les contrats. Premièrement, les contrats, renégocier d'abord en ce qui concerne le pourcentage. Lorsque les entreprises chinoises et la RDC ont signé le contrat, ces entreprises-là avaient, ensemble avec la RDC, on avait créé une société qu'on appelle Sicomine. Et la Sicomine, c'est une société minière, mais qui gérait le projet, qui finançait les projets
sino-congolaise. Alors, la Chine, dans ses contrats, avait 68% des parts et la RDC avait 32%. Alors, le chef de l'État, lui, veut inverser la tendance. Pourquoi inverser la tendance? Premièrement, parce que au regard des éléments de non-respect du contrat, alors le chef de l'État s'accroche sur cette approche pour dire que voilà, comme vous n'avez pas respecté le contrat, nous on exige à ce que, au lieu que nous percevions 39% comme ce fut le cas, nous allons prendre 70% et la Chine va prendre 30%. Donc cette inversion de tendance va permettre à la RDC de pouvoir récupérer ce qu'il a perdu pendant les 10 décennies passées et également exiger aussi à la Chine, à part le fait d'inverser les taux d'intérêt, exiger à la Chine de finir les engagements qu'ils avaient pris, ou les entreprises chinoises, les engagements qu'ils avaient pris lors de la signature de ce contrat-là. Alors, comme ces entreprises chinoises ont servi des intérêts de l'État chinois, voilà pourquoi le président Xi Jinping s'est impliqué, parce que dans les 10 dernières années passées, la Chine a exporté énormément de minéraux, a importé énormément de minéraux ici en République démocratique du Congo. Et cette importation a également contribué à l'émergence de l'économie chinoise et également dans l'émergence de leurs forces de frappe, forces aériennes, forces terrestres, forces navales et consorts, parce que les armes qui sont en train d'utiliser aujourd'hui, ce sont des armes dont, surtout quand vous prenez les armes nucléaires, les minéraux sont tirés ici chez nous. Et lorsque vous prenez par exemple les usines de fabrication de téléphones, batteries et consorts, les minéraux également sont prélevés ici chez nous. Alors, aujourd'hui, on doit reconnaître que la RDC a vraiment servi de mamelle à la Chine. Alors, il faut maintenant inverser cette tendance pour permettre également à la RDC de décoller. Et nous sommes convaincus, avec l'approche que le chef de l'État est en train de mettre en place, la RDC va non seulement récupérer ce qui devait être fait les années passées, mais aussi bénéficier d'un taux de participation dans le contrat plus élevé que ce qui était jadis lors de la signature du contrat. Et le chef de l'État, au-delà des contrats chinois, est allé également pour d'autres partenariats, d'autres coopérations, surtout en ce qui concerne la sécurité et la défense nationale. Donc, en revenant ici en République démocratique du Congo, nous sommes vraiment convaincus que le chef de l'État va également nous amener des équipements, nous amener des matériels militaires adéquats pour nous permettre de se défendre et pour nous permettre également de pouvoir renforcer l'autorité de l'État dans toute l'étendue du pays et booster hors d'état de nuire tous les malfrats, tous les troubles faits qui sont en train de gesticuler autour de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà un peu, en partie, ou d'une manière succincte, les raisons de la visite du chef de l'État en Chine. Alors, vous avez également suivi le chef de l'État, où on a suivi ensemble le chef de l'État lorsqu'il s'est entretenu avec les compatriotes congolais en Chine. Moi, ce qui m'a retenu, c'est les explications que le chef de l'État donnait en ce qui concerne, premièrement, le processus électoral, et puis, deuxièmement, les modus operandi qu'ont mis en place nos voisins véreux
afin de pouvoir maintenir la RDC à genoux. Et là, je vous rassure que, je le disais, mais aujourd'hui, le chef de l'État nous a confirmé qu'ils sont au courant, ou il est au courant de tout ce qui se planifie au niveau de la sous-région, même au niveau de la communauté internationale, afin de maintenir le chaos en République démocratique du Congo. Il suffit seulement de voir l'attitude du président kenyan qui, alors que lors de la nomination du commandant des forces de EAC, il y a eu concertation entre États membres, mais curieusement, lorsqu'il y a eu démission du commandant Jeff, on nous envoie un autre commandant sans consultation, sans appel au chef de l'État ou aux autorités de la République démocratique du Congo. Alors, ça a vite sauté aux yeux que les Kenyans servaient juste les intérêts du Rwanda. Et voilà pourquoi on se souvient que le Rwanda, l'Ouganda, a insisté à ce que la force kenyane soit déployée à l'est de la République démocratique du Congo. Donc c'était juste un complot déjà ourdi, et je signale que ces complots, il y a les Occidentaux qui sont dedans. Donc la RDC est en train de se battre avec tout le monde. Il y a les pays voisins, hormis l'Ouganda, et hormis à part le Burundi et l'Angola, il y a également la communauté internationale qui, pour eux, la RDC est un bien sans maître. Donc il faut venir se servir comme on veut, tuer les Congolais comme ils veulent, et puis ils partent pour développer leurs pays respectifs. Alors, heureusement pour nous, on a un chef d'État qui déjà, avant d'arriver aux affaires, connaissait la situation, mais maintenant qu'il est aux affaires, il a encore compris les vrais problèmes et il est en train de mettre en place une stratégie méthodique. Il a même dit, il ne s'agit pas seulement de faire la guerre, mais il faut également faire une guerre intelligente. Et pour cela, il faut éradiquer tous les infiltrés dans l'armée. Le chef de l'État l'a dit. Il faut mettre de côté tous les officiers qui n'ont pas de diplôme. Le chef de l'État l'a également évoqué. Il faut armer suffisamment nos forces armées pour leur permettre de bien faire leur job. Et vous avez remarqué, il y a quelques jours passés, le chef d'état-major est allé visiter au niveau de Kitona 10 000 militaires qui étaient en formation. Ce n'est pas seulement ces 10 000 militaires, il y avait encore un autre lot qui était sorti récemment. Et c'est comme ça qu'on va monter d'abord en effectif et puis équiper en matériel. Parce qu'il faut que vous sachiez également que les années passées, certains groupes des officiers dans l'armée pondaient des nombres chimériques des forces armées. En réalité, nos troupes n'avaient pas ces nombres-là. Il y en avait moins que ça. Et comme il y en avait moins que ça, on nous présentait un autre chiffre, tout simplement parce que le surplus là, c'est les salaires de ces surplus ou de ces fictifs qui devaient se retrouver dans les poches de certains groupes ou d'un certain groupe des généraux, des officiels qui s'est partagé calmement cet argent-là. Alors, lorsque le chef de l'État est arrivé aux affaires, rappelez-vous en 2019, lorsqu'il est passé, je crois en 2020, lorsqu'il est passé à l'est de la République démocratique du Congo, ils ont compris que le nombre qu'on avançait à voir au front, en réalité, était moins que ça. Et plus de 10 000 militaires, leur solde se retrouvait entre les poches de ces officiers-là. Et le chef de l'État a continué à travailler, bien que il y avait toujours des problèmes en ce qui concerne les infiltrations, parce que vous devez reconnaître aujourd'hui la faiblesse de notre armée, c'est l'infiltration que nous avons aujourd'hui au sein
du commandement de l'armée. Dès lors que ces problèmes persistent, il est difficile pour nous de se lancer dans une guerre tout en sachant que toutes les informations quitteront le QG des forces armées de la République démocratique du Congo pour se retrouver dans les QG des pays ennemis pour exploitation et contrer les opérations que nous aurons à mener ou nous aurons à planifier. Voilà pourquoi le chef de l'État l'a dit. Bouger les lignes dans la défense nationale n'est pas une chose aisée. Parce que nous, les Congolais, on pense qu'il fallait venir et dire toi, tu quittes ici, les autres vous remplacer et les choses marchent. Non, non. L'armée est un appareil sensible et est un appareil de stabilisation de notre pays, de notre nation. Il faut avoir une certaine méthodologie de travail pour nous faire éviter les chaos, nous faire éviter une guerre civile et nous faire éviter une cacophonie au niveau de la gestion de la sécurité publique. Voilà pourquoi le chef de l'État, après un long moment de travail dans l'ombre, aujourd'hui il est dit tout haut, il faut mettre de côté tous les officiers véreux. C'est le thème qu'il a utilisé. Il faut mettre de côté tous les infiltrés et les traduire devant la justice. Parce qu'il ne faudrait pas seulement mettre ces gens-là de côté, mais il faut aussi les traduire en justice pour haute trahison. Il est inadmissible, il est anormal qu'on ait dans un pays aussi sérieux comme la République démocratique du Congo des militaires et des officiers qui servent des bases arrières des ennemis. J'ai même discuté, je crois hier, avec un groupe d'amis sur ce qui se passe à Kwamout. On n'arrive pas à comprendre que dans ce coin, il y a un commandant de la FARDC. Et ce commandant de la FARDC, il est au courant que dans tel axe, il y a des barricades des milices qu'on appelle Mogondo. Et ils savent également que ces milices-là arrivent là à telle heure. Ils mettent les barrières et ces barrières-là leur permettent de pouvoir rançonner la population, tuer les voyageurs et également s'aimer les chaos, surtout économiques, parce que lorsqu'il y a insécurité dans ces tronçons, il est difficile aux opérateurs économiques de pouvoir commercer. Et comment est-ce qu'un commandant peut rester aussi muet et rester dans son coin sans pour autant faire des patrouilles? Moi, je suis désolé lorsque les gens font les patrouilles de jour. Pourquoi ils font les patrouilles de jour? Pourquoi faire les patrouilles de jour? Ils font des patrouilles qui n'apportent rien la journée. Et eux savent que lorsqu'il y a des patrouilles de nuit, c'est là qu'on peut retrouver les malfrats, parce que ces gens-là ne circulent que la nuit. La journée, ils sont retranchés dans leur coin, et c'est la nuit qu'ils sortent, plaçant des barricades, ça et là. Or, si nous avons des patrouilles de combat nocturnes, je ne vois pas comment est-ce que ces gens-là peuvent mettre des barricades et continuer à opérer. Alors, moi j'ai confiance sincèrement aux actions du chef de l'État, à la vision du chef de l'État. J'ai également confiance au commandant, au chef d'état-major général, parce que ces messieurs, au-delà du fait que c'est un officier qui a une formation dans ses pattes, mais également c'est une personne loyale. Et ces genres d'officiers, on en a vraiment besoin pour pouvoir booster les choses et faire avancer la République démocratique du Congo. Donc, je répète ce que j'ai dit, le chef de l'État l'a fait savoir à la communauté
congolaise en Chine qu'il y a un travail qui est en train d'être fait pour mettre hors état de nuire tous les officieux véreux. Et il a même renchéri en disant qu'il suffit de voir les agitations de l'opposition. En réalité, l'opposition est en train d'œuvrer pour les ennemis de la RDC. Le but des actions que vous voyez là de l'opposition, que nous qualifions de l'opposition inexistante, le seul but, c'est de créer un chaos. Et lorsqu'ils vont créer ce chaos, il n'y aura pas élection. On va dire, voilà, avec ce climat d'insécurité, il est impossible de pouvoir aller aux élections. Et c'est à ce moment-là que la classe politique congolaise, à l'unanimité, vont dire, écoutez, retrouvons-nous autour d'une table pour, premièrement, calmer l'insécurité. Là, c'est les termes qu'ils vont utiliser. On sait tout simplement que l'insécurité est juste créée par eux. Et quand ils vont se retrouver devant un gâteau, automatiquement, ils vont baisser avec cette insécurité. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont entrer dans les institutions, entrer dans le gouvernement, commencer à se renflouer les poches, à piller encore de nouveau les caisses de l'État. Et après, ils vont dire, voilà, maintenant qu'on est assez rassasié, allons aux élections. Le chef de l'État l'a compris. J'ai même dit hier à certains amis que la différence entre Félix Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila Kabange, c'est seulement parce que l'un n'a jamais été à l'opposition, donc Joseph Kabila Kabange, mais l'autre, Félix Tshisekedi, a été à l'opposition. Il connaît toutes les stratégies de l'opposition pour mettre à mal la quiétude et la concorde nationale. Et il connaît également comment mettre la pression aux gouvernants pour répondre à leurs revendications et qu'ils se retrouvent également au pouvoir. Le chef de l'État connaît bien cela. C'est un fils qui a été plus de 37 ans à l'opposition. Il a subi tous les brimades de notre pays par la dictature de Mobutu, de Kabila fils, de Kabila le père. Donc, on ne voit pas comment est-ce qu'on peut le bouger. Le faire peur avec tout ce théâtre qui est en train d'être fait. Regardez les sittings, les soi-disant sittings de l'opposition. Moi, j'ai eu pitié lorsque j'ai vu la vidéo. J'ai même posé la question à certains amis. Il ne s'agit pas d'une grève des enseignants. Si c'était réellement un sit-in, moins de 200 personnes sur la rue. Donc, si aujourd'hui on fait des calculs, il y avait 4 ténors, soi-disant de l'opposition. Vous prenez 200 divisé par 4, ça fait 50 militants par ténor. Donc, les 4 là, qui étaient censés paralyser réellement la République démocratique du Congo, ils n'ont juste paralysé 100 mètres du boulevard du 30 juin. Et j'ai vu les théâtrales Fayulu dire ils ont compris le message est passé. Mais le message est passé, les gens qui sont restés à Limité ne savaient même pas qu'il y avait marche sit-in à la Gombe. Moi-même qui étais au bureau à la Gombe là-bas, je suis passé sans problème. J'ai su qu'il y avait sitting par les ondes parce que j'ai l'habitude d'être devant les infos et écouter ce qui s'est dit. Donc, 4 ténors n'ont pas su mobiliser même 1000 Congolais. Pour nous, c'était une grève des enseignants. Ce n'était pas un sit-in de l'opposition. Je suis désolé. Vous avez remarqué que même les journalistes internationaux, RFI, France 24, n'ont pas voulu filmer. Ils n'ont pas voulu filmer. Pourquoi ils n'ont pas voulu filmer? Parce que lorsqu'ils sont arrivés, ils savaient que c'était un sit-in. Ils se disaient, voilà, on va retrouver un monde fou. Et dans ce monde fou-là, il y aura une pression. Est-ce que
qui est encore bavu, comme c'est fut le cas le samedi 20, et qu'il filme pour dire voilà, Tshisekedi est dictateur, il n'est pas en train de prôner la liberté d'expression, qu'on sort, pour que la fameuse Union européenne vienne encore avec un communiqué condamnant la répression de la police. Alors qu'il y a l'agression du Rwanda attestée par les experts des Nations Unies, mais cette commission-là africaine de l'Union européenne n'a jamais levé le doigt pour condamner l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Et quand vous voyez juste la sortie médiatique de cette commission, vous comprenez clairement que ces gens-là œuvrent pour les chaos en République démocratique du Congo. Ces gens-là œuvrent pour comment on dit, la paralysie de la vie politique et de la vie économique de la République démocratique du Congo, afin de pousser Tshisekedi à la table de négociation. Chère Union européenne, chers multinationaux, vous vous êtes trompés de personne. Tshisekedi d'abord, c'est un digne fils du Sphinx. Ce monsieur ne cédera pas par intimidation. On l'a cru naïf hier, aujourd'hui ils ont compris qu'il n'est pas naïf, et demain ils comprendront que c'est un félin. Laissons le temps au temps. Nous sommes sûrs et nous savons déjà que le deuxième mandat est acquis, et on se retrouve en 2028 pour négocier du Dauphinat, et nous sommes très rassurés que l'UDPS va maintenir le flambeau du pouvoir jusqu'à l'arrivée du Christ. Nous vous remercions de nous avoir accordé ce temps, et j'espère que, comme nous avons repris de plus belles plumes nos activités, et on sera plus régulier devant les médias pour vous informer et vous dire de ce que fait le chef de l'État dans notre pays. Prochainement, je vais vous prendre ça et là des vidéos de réalisation de 145 territoires. On va les balancer pour vous montrer comment est-ce que la RDC est en train de se transformer. Bien à vous, merci et bonne journée.